Bonsoir. Mikhail Gorbatchev prend peur et fait peur aux soviétiques. Le pays, dit-il, est au bord d'une dislocation avancée. La Yougoslavie, elle, est déjà disloquée. L'Europe des 12 organisera samedi prochain une conférence de paix. Enfin, le Parti communiste français tente d'éviter une dislocation interne. Son comité central s'est ouvert aujourd'hui. Voilà les nouvelles du jour. Nous allons les développer avec la rédaction de la 3 et notre invité ce soir, André Lajoigny. Bonsoir. Bonsoir. Mais nous allons commencer ce journal par un exploit, celui d'un aîné qui se rebiffe. Jimmy Connors a 39 ans, le jour de son anniversaire. Il s'est offert et nous a offert un superbe cadeau en battant le jeune Aaron Krickstein aux internationaux de tennis des États-Unis. Chapeau l'ancien, Didier Chaumont. Après 21 participations à l'US Open, la bonne étoile du vieux Jimbo brille plus que jamais dans le ciel new-yorkais. Ici, en 8e de finale, face au jeune Krickstein, Jimmy Connors, à 39 ans, retrouve ses jambes de 20 ans et ses coups favoris, faisant de lui une véritable légende vivante. Un match intense en émotion, Connors, tantôt cabot, tantôt grossier, avait la rage de vaincre. Le public du Central ne s'y est pas trompé en soutenant son héros. Krickstein a finalement mis le genou à terre pour s'incliner en 5 manches. Après une rencontre marathon de près de 5 heures, Jimmy Superstar a une fois de plus enflammé le Central de Flushing Meadows. Mais quel est donc le secret de sa réussite? La qualité numéro 1 d'un champion, quel que soit le sport, c'est d'être fort physiquement. Jimmy Connors a été très peu blessé, sauf une blessure récente au poignet. Donc c'est quelque chose qu'il a en lui, qu'il a dans son corps, qu'il a dans sa tête. Il est rarement blessé, donc il est fort physiquement, c'est un de ses grands atouts. Deuxièmement, il ne court pas de risque dans la mesure où il est sûrement très bien suivi sur le plan médical. Et si ses médecins le suivent correctement, il n'y a aucun risque. À Roland-Garros en mai dernier, face à Michael Chang, on pensait que Jimmy avait fait son ultime baiser d'adieu au public, vaincu par l'âge et la douleur. Aujourd'hui, il retrouve une seconde jeunesse. Le poids des années n'a en rien altéré ses qualités physiques. À 39 ans de l'argent, il en a suffisamment. Son objectif maintenant, donner du bonheur au public, revenir dans les 100 premiers mondiaux et puis se sentir encore capable de se mesurer aux plus jeunes. Les Serbes et les Croates qui s'entre-déchirent réussiront-ils à s'entendre samedi prochain à La Haye? C'est l'espoir exprimé par l'Europe des 12 qui entend tout de même leur forcer la main en convoquant une conférence de paix. Et manifestement, les 12 veulent faire vite. La conférence commencera samedi avec normalement autour de la table toutes les parties yougoslaves. Et c'est l'ancien secrétaire de l'OTAN, Lord Carrington, qui coordonnera les travaux de cette conférence. Jean-Marie Belin a suivi pour nous cette réunion des 12 à La Haye. Regardez. À condition que le cessez-le-feu soit respecté, la conférence de paix voulue par la CEE se réunira ici à La Haye dès samedi. La communauté a compris qu'il fallait aller vite pour que ces initiatives soient enfin créditées d'un résultat. La conférence de paix est donc avancée de 9 jours et elle réunira les ministres des Affaires étrangères des 12, ceux des 6 républiques yougoslaves et le ministre fédéral. C'est une première dans l'histoire de la communauté qui prend ainsi une vraie dimension diplomatique. Mais la conférence de paix sera longue, personne n'imagine qu'elle se termine avant la fin de l'année. La CE enverra également en Croatie 250 observateurs pour veiller au respect du cessez-le-feu. Mais le plus intéressant, parce que c'est le long terme, c'est la mise en place d'une commission d'arbitrage faite de juristes de haut niveau qui auront à régler le problème des contentieux frontaliers. Conférence de paix samedi, observateurs sur le terrain, arbitrage. Ces 3 décisions sont d'une évidente et urgente nécessité, mais le plus dur reste à faire, les mettre en pratique sur le terrain sans le bruit des armes. Il faut dire que pour l'instant, les médiateurs européens ont du mal à réconcilier les frères ennemis. La guerre civile continue en Yougoslavie. Sur place, les affrontements sont en effet très violents. Pour preuve, le bilan très lourd de la journée d'hier. 47 morts, 28 blessés et 50 disparus en quelques heures selon des sources croates. Et malgré les accords de cessez-le-feu, aujourd'hui encore, les combats ont redoublé d'intensité. Correspondance à Osijek d'Hervé Guéquière pour la 3. Journée d'alerte, journée de tension maximale à Osijek. Dès 5 heures ce matin, premier bombardement serbe après 3 jours d'interruption. Preuve que les accords de cessez-le-feu ne sont pas respectés. Pendant plus de 2 heures, les habitants d'Osijek demeurent terrés au fond des caves. Au même moment, la milice croate sort dans la ville et patrouille dans les rues. Puis la situation se détend quelque peu en fin de matinée. Mais dès 13 heures, deuxième alerte très sérieuse. 2 avions de l'armée fédérale yougoslave survolent Osijek et mitraillent des positions croates. La ville se vide totalement, c'est le désert pendant toute l'après-midi. Sur les édifices publics à côté du drapeau croate flottent des étendards noirs, signe que des miliciens ont été abattus. On peut également entendre quelques ambulances,
sirènes hurlantes qui foncent vers l'hôpital. Les Croates, peu armés, munis de fusils mitrailleurs et de quelques mitrailleuses lourdes, essayent de tenir la ville face à la pression des Serbes et de l'armée fédérale. Mais ce soir, Osijek est de plus en plus isolé en Croatie et chacun craint ici un ultime coup de force des Serbes qui pourrait faire tomber la ville définitivement. À Osijek, Hervé Guéquière pour FR3. Cette guerre civile doit donner des sueurs froides à Mikhail Gorbatchev. Le chef du Kremlin craint une situation de même type dans son pays. Il l'a dit explicitement. L'Union soviétique, a-t-il déclaré aujourd'hui, est au bord d'une dislocation avancée. Pour l'éviter, il a proposé la création d'une union des États souverains. Et de son côté, Boris Eltsine alterne sans cesse critique et soutien vis-à-vis de Mikhail Gorbatchev. C'était encore le cas aujourd'hui devant le Congrès du peuple. Critique devant ce qu'il appelle l'indécision du président soviétique avant le putsch. Soutien puisqu'il s'est déclaré beaucoup plus confiant aujourd'hui vis-à-vis de Gorbatchev. Hélène Frandon. L'indépendance, oui, mais pas le chaos. Boris Eltsine a plaidé pour une nouvelle forme de système unique. En clair, une nouvelle union sous la forme librement choisie d'une fédération, une confédération ou une union économique. Presque toutes les républiques seraient d'ailleurs prêtes à un accord sur l'union économique pour accélérer le rythme des réformes. Pas question non plus de disperser les forces armées. Eltsine a défendu le contrôle absolu du centre sur l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS, de quoi rassurer les Occidentaux inquiets de sa dissémination. Coup de griffe cependant à Gorbatchev. Je crois que le putsch a augmenté les chances de Gorbatchev, mais pas de façon suffisante en cas d'élection présidentielle, a lancé le président russe aux journalistes. Boris Eltsine assure pourtant qu'il fait presque entièrement confiance à Gorbatchev. Gorbatchev qui représente à lui seul aujourd'hui la dernière institution de l'URSS. Mais il n'est pas sûr que les deux hommes unis pour l'occasion réussissent à empêcher l'implosion. Le pays va mal et cela se voit. Depuis le putsch manqué, beaucoup de conflits refont en effet surface, des problèmes interethniques. C'est le cas entre l'Azerbaïdjan et le Nagorno-Karabakh. Un réel flottement de l'armée rouge ou encore des manifestations d'opposants violemment réprimées. La dernière a eu lieu hier en Géorgie, à Tbilissi. Philippe Pister. L'armée est au champ. Nous sommes dans la campagne moscovite, à l'image de l'agriculture soviétique, une campagne désorganisée, démobilisée par la crise politique. Résultat, 35 à 40 000 militaires de corvées de patates. Ambiance chaude au congrès des députés soviétiques. Au micro, un représentant du Nagorno-Karabakh. L'enclave arménienne en Azerbaïdjan vient de s'autoproclamer République soviétique et envisage l'indépendance. Vive réaction des députés azéris. Leur réponse est claire et énergique. Cette décision est anticonstitutionnelle. Mais de quelle constitution parle-t-on ? 6 000 manifestants hier soir devant le siège du gouvernement à Tbilissi à l'appel d'un parti d'opposition. Slogan, démission du président géorgien. Matraque, coup de feu, les forces de l'ordre ont vite fait de disperser la manifestation. Résultat, 8 blessés, 4 de part et d'autre. Le Front populaire démocratique, à l'origine du meeting, a été le premier mouvement indépendantiste de cette République du Caucase. Aujourd'hui, il remet en cause la personnalité du numéro 1 géorgien, indépendantiste lui aussi, pour son attitude ambiguë pendant le putsch et ses tendances dictatoriales. Ziad Gamsakourdia semble effectivement être un grand démocrate. Il envisage ni plus ni moins que de faire arrêter les dirigeants de l'opposition. L'Occident, qui suit de près l'évolution de la situation, ne ménage pas son soutien à Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine, chacun à sa façon. La France et la Grande-Bretagne ont décidé aujourd'hui officiellement d'appuyer la demande d'adhésion des pays baltes à l'ONU. De son côté, Jacques Chirac n'a pas hésité à prendre l'avion pour Moscou avec François Léotard, Pierre Méhaignerie et Alain Juppé. Au programme de cette visite, une rencontre avec le président de Russie, Boris Eltsine, qui tenait à rencontrer très vite les leaders de l'opposition française. L'entretien a duré 1 heure et Boris Eltsine a même quitté la séance du Congrès du peuple pour recevoir ses hôtes. Charles Sanviti. Boris Eltsine, Jacques Chirac, poignée de main, cet après-midi à Moscou, les deux hommes se sont rencontrés. 15 jours à peine après le putsch avorté, apparemment c'est à l'opposition française que le président russe réserve ses bonnes grâces. De fait, dès le 27 août, Boris Eltsine invite le président du RPR. Arrivé hier soir, Jacques Chirac est accompagné. Dans sa suite, Pierre Méhaignerie, François Léotard et un absent de taille, Valéry Giscard d'Estaing. À peine arrivé, le maire de Paris multiplie les contacts. L'ancien ministre des Affaires étrangères soviétique, Édouard Shevardnadze, le reçoit. Jacques Chirac, lui, justifie son voyage. Ambassadeur proclamé de la droite, il est venu apporter aux soviétiques le soutien des forces françaises d'opposition. Cite Jacques Chirac, bref, un emploi du temps chargé, à peine le temps de choisir
un cadeau souvenir. Charles Sanviti a bien observé, Valéry Giscard d'Estaing n'était pas du voyage et il en est contrit, il l'a dit hier. Cela ressemble fort à une nouvelle scène de ménage au sein de l'opposition. Et pourtant, avant cet épisode orageux, l'opposition célébrait une nouvelle fois son mariage. On n'a en effet jamais autant parlé d'union que le week-end dernier. C'était à Cabourg dimanche, c'est-à-dire quelques heures à peine avant le départ des 4 leaders de l'opposition vers Moscou. Michel Lemerle. L'union de l'opposition, je crois, se porte mieux. On reçoit moins de coups d'épingle. Imprévisible opposition qui le week-end célèbre sur tous les tons les vertus de l'Union et prend le lundi en ordre dispersé le train de l'histoire qui fait halte à Moscou en laissant sur le quai un Giscard très agacé de n'avoir été ni invité ni même prévenu à temps de cette initiative chiracienne. Au-delà de ses péripéties, l'ancien président voit se redessiner sans plaisir excessif un axe Chirac-Léotard qui pourrait compliquer ses plans de bataille, même si aujourd'hui dans l'opposition on tente plutôt de minimiser l'incident. Je trouve ça fantastique de penser qu'il y a à Moscou des gens qui souhaitent nous rencontrer parce que depuis des mois et des années, nous soutenons leur effort. Les péripéties, ce sont des péripéties entre nous. Je crois vraiment que l'opinion internationale et même nationale s'en tamponnent joyeusement. Ah oui, naturellement. Il y a tout de même un point d'accord incontesté, c'est la critique de la politique étrangère du gouvernement. L'opposition a décidé de déposer une motion de censure. Est-ce que c'est pas un peu un moyen de resserrer les boulons et d'effacer... Absolument, eh bien c'est mon rôle. Mon rôle c'est d'être un mécanicien d'unité et je resterai jusqu'au bout. Une manière comme une autre d'admettre que l'Union a besoin d'une révision d'automne. Alors André Lajoigny, vous n'éprouvez pas le besoin d'aller à Moscou comme Jacques Chirac pour soutenir Gorbatchev ou Eltsine? Je trouve ce voyage assez indécent. Vous voyez, on va essayer de rencontrer Eltsine, c'est-à-dire ce qu'ici on appelle la droite, et par-dessus le marché on se dispute, puisqu'on laisse Giscard sur le quai. Autrement dit, on n'oublie pas les querelles franco-françaises. Je trouve ça petit et assez dérisoire. Vous ne voulez pas prendre l'avion pour Moscou? Nous n'éprouvons pas le besoin d'aller à Moscou, nous sommes un parti indépendant. Nous délibérons sur nos problèmes en toute indépendance. Vous avez le sens de l'humour, vous le gardez, hein? Indépendant. On va revenir, je vous pose la question parce que votre parti est secoué par les conséquences des changements en Union soviétique. J'ai parlé d'implosion tout à l'heure. C'est le danger qui guette le Parti communiste français. Regardons avec Jean-Baptiste Prédali ce qui s'est passé au comité central aujourd'hui. Et pour faire face à l'intérêt pour ce comité central décisif, le Parti communiste a décidé de faire dans le jamais vu. Confidence avant la réunion, longue séance de pause de la direction. Les contestataires, eux, semblent attendre que ça se passe. Deuxième nouveauté, pendant une suspension de séance, le secrétaire général en personne y va de son autocritique. Nous avons eu une erreur fondamentale, ça a été au fond de copier le modèle soviétique. Mais disons que depuis notre 22e congrès en 1976, nous avons définitivement rompu avec cette conception. Par conséquent, oui, nous nous sommes trompés, mais nous avons corrigé. Mais malgré les explications répétées à la presse, encore une première, l'innovation a ses limites. Dans le rapport d'André Lajoigny ce matin, l'autocritique se décline au passé. L'idée d'un congrès anticipé est rejetée. Les contestataires en auront été pour leurs frais. Parmi eux, pourtant, Anicet Le Pors a réclamé, dès l'ouverture des débats, la démission du bureau politique. Peut-être pour marquer un peu plus leur distance, Charles Fitterman et Jack Ralite ont déjeuné seuls à midi. Le parti discute. Ils ont 3 jours pour s'engouffrer dans la brèche. Vous n'avez pas l'intention de démissionner? Non, pas du tout. Ni Georges Marchais? Non, pas du tout. Pourquoi démissionner? Ça serait reconnaître que nous nous sommes trompés. Nous venons de tenir un congrès où nous avons poussé en avant le changement dont Georges Marchais parlait tout à l'heure, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans, où nous avons non seulement rejeté le stalinisme, rejeté le modèle de socialisme étatique de l'Est, mais élaboré un projet français, un projet de socialisme à la française dans la liberté. Et nous voulons le poursuivre. Monsieur Lajoigny, vous dites 15 ans. 1976 a dit Georges Marchais. Oui. En 1980, Georges Marchais a soutenu l'invasion de l'Afghanistan. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. L'Afghanistan, nous avons souhaité une solution pacifique en permanence. En permanence, nous n'avons jamais soutenu la guerre en Afghanistan. Alors, 76 toujours, en 1979,
vous avez dit le bilan de l'Union soviétique est globalement positif. C'est un mot malheureux déjà à cette époque et il est encore beaucoup plus aujourd'hui. Donc là, vous progressez dans l'autocritique, j'ai l'impression. Nous progressons, mais nous ne faisons pas que d'autocritique. Le Parti communiste ne s'est pas trompé tout le temps. D'ailleurs, les Français, dans les sondages, le disent. Les Français disent le Parti communiste doit rester. Une partie importante des Français le dit, parce qu'ils savent que la France ne serait pas la France s'il n'y avait pas eu le Parti communiste. Continuons sur cette voie. Est-ce que vous êtes prêt à mettre fin au centralisme démocratique? Je dis dans mon rapport que la conception de jadis du centralisme démocratique était devenue caduque. C'est-à-dire que nous avons beaucoup changé, y compris sur cette question du centralisme démocratique. D'ailleurs, quand vous publiez les déclarations des camarades du Parti communiste, des dirigeants communistes qui nous critiquent, qui sont en désaccord, vous faites la preuve que le Parti communiste est un parti libre, démocratique, Ça veut où dire on que peut vous êtes dire... prêt à accepter la démocratie interne dans votre Voilà, parti? où on peut dire ce qu'on veut et on n'est pas inquiété, où l'humanité même reprend ces déclarations. C'est le propre d'un parti démocratique. Alors continuons, est-ce que vous allez faire comme les communistes italiens et changer par exemple le nom de votre parti? Non. C'est toujours le Parti communiste? Voilà, le Congrès qui vient de se tenir il y a guère plus de 6 mois a décidé que non, pour 2 raisons. D'abord, le communisme, qui est le propre de notre parti, dont l'idéal remonte à la Révolution française. Et qui n'a été appliqué nulle part. On dit le communisme de l'Union soviétique, ce n'est pas vrai. On a essayé de faire un système totalement arriéré. Le communisme est une société de liberté, d'épanouissement de chaque individu. C'est pas ce que pensent les soviétiques aujourd'hui. Attendez, les soviétiques sont les soviétiques, nous sommes les Français. Mais c'est pas ce que pensent les électeurs français. Les soviétiques se sont trompés, qu'ils ne nous donnent pas de leçons maintenant. Nous avons, Georges Marchais l'a dit, trop suivi l'exemple soviétique. Alors, s'il vous plaît, ne nous donnez pas des professeurs soviétiques. Je dis que le communisme est une société de liberté, qui n'a été réalisé nulle part. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi nous renoncerions à cet idéal, qui est un idéal de justice et de liberté. Deuxièmement, le Parti communiste s'appelle Parti communiste depuis 70 ans. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Mais quand on prend globalement ce qu'il a fait, quand on prend les principales étapes, soit le Front populaire, la libération, nous avons eu des ministres avec le général de Gaulle, s'il y a la sécurité sociale, c'est grâce à un ministre communiste. Les Français le savent d'ailleurs. La lutte contre les guerres coloniales, nous étions le seul parti, et nous avions raison, l'histoire nous a donné raison. Mais parlons de l'an 2000. Mais je ne veux pas... que l'histoire aujourd'hui ne vous donne pas raison. Voilà. Aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas me référer seulement au passé. Je pense que pour l'avenir, et pour une société moderne comme la France, mais une société qui est sous le joug des grandes multinationales, on le voit bien avec l'augmentation du chômage, qui atteint des sommes et un nombre absolument inquiétant, dramatique même, et la situation qui existe dans tous les pays développés, sans parler de la situation du tiers-monde, il y a besoin d'un parti de transformation sociale, un parti moderne, comme est le Parti communiste, et comme il veut en permanence se moderniser. Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement du combat d'une équipe? Non. Et pas d'un parti. Non, écoutez. Georges Marchais. Non, c'est une vue politicienne. Nous allons maintenant partout, devant les entreprises, dans les quartiers populaires. Et vous savez qu'on a fait plus d'adhésions depuis le 20 août que l'année dernière dans la même période. Oui, c'est comme ça. Et les gens nous disent, vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, tenez bon, nous avons besoin de votre parti. Les historiens vont vous demander de tenir bon, parce que vous êtes une espèce en voie de disparition, vous êtes un des derniers partis communistes dans le monde. Le Parti communiste est un parti communiste français. On a parlé de l'exceptionnalité française depuis la Révolution de 89. Eh bien, il est, à mon avis, important que le Parti communiste soit présent, qu'il soit toujours mieux adapté, qu'il se renouvelle pour jouer son rôle. Non seulement pour défendre les gens, mais pour changer la société, pour aller vers une autre politique. Voilà, on vous réinvitera puisque vous êtes toujours président du groupe communiste. Tout à fait. À l'Assemblée. Merci Monsieur Lajoigny. Revenons à la vie politique intérieure avec une nouvelle affaire de fausse facture. On l'a appris ce matin, l'un des proches collaborateurs de Georgina Duvois, la présidente de la Croix-Rouge, est écroué à Angers. Michel Maurice est inculpé d'abus de confiance et de recel de biens sociaux. L'affaire dans laquelle il serait impliqué aurait permis en tout de détourner 2 millions de francs. Albert Ripamonti. Un proche de Georgina Dufoy, Michel Maurice, évoluait dans le sillage de la présidente de la Croix-Rouge depuis 1984. Aujourd'hui, il est inculpé et écroué à Angers dans une affaire de malversation financière. À l'origine, la construction d'une maison de retraite à Rezé, municipalité socialiste dans la périphérie de Nantes. Un chèque de 2 millions de francs émis par la société civile immobilière de Rezé est destiné à la société d'économie mixte S'évanouit. Il aurait été encaissé par un certain René Traget, un industriel nantais impliqué dans d'autres affaires financières et incarcéré depuis le 13 mars.
Que sont devenus ces 2 millions de francs? Michel Maurice a-t-il perçu des fonds de la part de René Trager? Et si oui, où est passé cet argent? Pour l'instant donc, beaucoup d'interrogations. Quant à Georgina Dufoy, elle se refuse encore à tout commentaire. Et toujours dans le même registre, au procès de Jean Oltra à Nice, le procureur a requis une peine de 2 ans de prison contre l'ancien bras droit de Jacques Médecin. Un réquisitoire sévère, c'est la peine maximum, et un réquisitoire que Jean Oltra a écouté du box des accusés dans une ambiance très tendue. Compte rendu d'audience de Nice, Yannick Aroussi. 10 jours de réflexion, c'est le délai que s'accorde le tribunal correctionnel de Nice pour statuer sur le cas de Jean Oltra. L'homme de confiance de Jacques Médecin est-il le responsable intentionnel des 2 trous de 500 000 francs sur les comptes de régie d'avance dont il disposait au comité des fêtes et à Nice Communication, les 2 associations paramunicipales qu'il dirigeait? Pour le procureur de la République, l'importance des détournements est tout à fait anormale. On est allé trop loin, on est allé trop fort, on a pillé la ville de Nice, s'exclame Pierre Cholem. Pour la défense, Jean Oltra est une victime. Il n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait. Oltra, négligent pour ses affaires personnelles selon son propre aveu, n'aurait pas su que Nice Communication lui faisait l'avance de ses impôts, ni qu'il devait fournir des justificatifs de dépenses pour près d'1 million de francs. D'autre part, le dossier n'est pas très solide et on ne peut pas condamner les gens sans preuve de leur turpitude, selon Maître Pasquini. Les avocats demandent donc la relaxe pure et simple de Jean Oltra. De son côté, le ministère public requiert la peine maximale, 2 ans de prison assortie d'une amende d'1 million de francs afin qu'Oltra paie sa dette présumée à la société. En effet, ni la ville de Nice ni le comité des fêtes ne se sont constitués partie civile. Les trouillards, comme les appelle le procureur, ne toucheront donc pas de dommages et intérêts. Même si pour la défense, il était hors de question de juger aujourd'hui le système médecin, une ombre venue de Punta del Este planait autour du palais. Anne Gouraud résume les autres événements. 2 mètres d'eau dans les caves et les parkings de Saint-Jean-de-Luz et de Bayonne, conséquence des violents orages qui se sont abattus la nuit dernière dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Les pompiers ont effectué quelques 200 interventions, principalement sur le littoral. 2 camions transportant des agneaux anglais et du foie gras d'Israël ont été interceptés par une 60aine d'éleveurs près de Figeac dans le Lot. Les éleveurs, mobilisés à l'appel de la FDSEA et du CDJA, avaient établi des barrages filtrants pour protester contre le flou administratif des importations de produits agricoles. À l'origine de la mort de centaines de milliers de poissons dans les temps de Berre, tout simplement la canicule et la prolifération d'algues. 2 paramètres qui ont conduit à une chute de 90% du taux d'oxygène dans l'eau depuis 3 jours. Le communiqué de la préfecture des Bouches-du-Rhône innocente par conséquent les sites industriels qui bordent l'étang. Bertrand Tavernier, Michel Lonsdal et Robert Doisneau au secours de l'enfance malheureuse. Ils ont décidé de lancer une campagne pour mettre fin à l'indifférence des adultes. Mais il faut se rendre à l'évidence, jusqu'alors les spots réalisés pour dénoncer l'enfance maltraitée n'ont eu que peu d'impact, que l'on montre crûment la violence ou que l'on en parle à mots couverts, le tabou reste entier. Anne Rongère. Il y a des enfants, des rires, des jeux, des cris, des joies, des jeux, des cris, des rires. Il y a des silences aussi, des souffrances, des violences à enfants. Tout l'univers de Robert Doisneau en 30 secondes. Une détresse suggérée, mais jamais montrée. Décrire, c'est détruire. Suggérer, c'est créer. Voilà, moi c'est une conviction que j'ai pour mon petit travail d'imagier. Aucune image donc de coups ni de blessures. Car montrer les marques de la violence, disent les auteurs du spot, c'est toucher uniquement les victimes de violences physiques. Or, il y a aussi la souffrance psychique. Un message qui est d'une très grande violence est immédiatement refoulé. C'est-à-dire, certes, on le voit, on le perçoit, mais en même temps, on l'oublie très vite parce qu'il est insoutenable. Alouette, je te plumerai. Montrer ou suggérer, ce spot est à mi-chemin entre 2 stratégies. Une métaphore, la poupée pour l'enfant, mais la violence est représentée. Alouette, gentille alouette. Violence clairement affichée au contraire dans cette campagne. Mais rassurez-vous, ce sont des enfants mannequins dûment maquillés qui posent pour ces photos chocs. On ne va pas édulcorer la réalité, qu'on ne va pas en parler de façon niaise ou de façon symbolique ou de façon métaphoresque entre guillemets, mais qu'on va parce que simplement on considère que les gens sont adultes. Dénoncer ou émouvoir, 2 stratégies qui s'opposent pour d'autres campagnes à thème humanitaire, comme les femmes battues ou la faim dans le monde.
Et nous apprenons à l'instant la mort d'un très grand cinéaste. Frank Capra est en effet mort aujourd'hui à son domicile californien. Il avait 94 ans, il était l'auteur de plusieurs grands classiques du cinéma américain et l'un de ses acteurs fétiches était James Stewart. En guise d'hommage, un extrait justement de ce film, Mr. Smith au Sénat. Coming through a long, dark tunnel. Well, he'd say, always try to see life around you as if you've just come out of a tunnel. No, wait a minute, you can't do it. You've got to make him talk. Go on, oh, darling, please, I know everything I've done. I know how horrible I've been. You're And now all what right, happens if you never see me again? Do this for me. Miss Mary, please. You said I could speak. You said I could have my say if I were rational. Marc Hautement, à 22h15, reviendra plus longuement sur la carrière de Frank Capra. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Fin de ce 19-20, bonsoir, bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir.